Ok chers élèves, ne perdons pas de temps, replongeons tout de suite dans la suite des conseils. Allez, quatrième point maintenant, quelques conseils pour améliorer ton environnement. Alors tout ce que je dis là, ce n'est pas du tout quelque chose d'obligatoire pour avoir un environnement réussi. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Par exemple, le premier point, c'est ajouter un personnage au premier plan. Ça ne veut pas dire que si tu ne le fais pas, ton environnement sera nul. C'est simplement une possibilité pour ajouter un peu plus d'intérêt. Vois ça, chacun de ces tirets, comme des outils que tu peux utiliser ou ne pas utiliser pour agrémenter ton digital painting. Alors, premier point, ajouter un personnage au premier plan. Je pense que c'est assez facile à comprendre, je te mets ici quelques exemples très rapidement. De toute façon, on en a déjà vu plein juste avant dans tous ceux que je t'ai montrés. C'est quelque chose qui est extrêmement courant, c'est utilisé peut-être dans 3 environnements sur 4, c'est mettre un personnage au premier plan. Généralement dans un environnement, le sujet le plus important va être vers le fond, c'est ce qui est assez distant de nous, et ça peut être intéressant pour contrebalancer ça, d'avoir aussi une deuxième focale, un deuxième élément d'intérêt au premier plan. Ça permet aussi d'apporter de l'échelle, on va en parler juste après. Je te mets un autre exemple, voilà, tu vois qu'on a un premier plan ici qui est dans l'ombre, avec un petit personnage. Voilà, pas la peine de te montrer plus d'exemples, je pense que tu as compris le principe pour celui-ci. Deuxième point, bien gérer l'atmosphère et la perspective atmosphérique. Donc la perspective atmosphérique, on vient d'en parler, c'est important pour les valeurs. L'atmosphère, ça va être quoi? Ça va être rajouter de la brume, rajouter des nuages. Et avec ça, tu vas construire ton image, jouer avec la composition et guider le regard. Je te renvoie encore une fois vers les autres cours de composition de ce chapitre, le chapitre 9. Ensuite, pensez à l'échelle. Ça, c'est vraiment important, surtout si jamais tu fais des environnements aux proportions épiques, où quelquefois c'est un peu difficile d'imaginer finalement quelle est la taille de cet élément. Je vais te montrer des exemples tout de suite. Je reprends ce digital painting, c'est un excellent exemple. Tu vois que si on n'avait pas ce petit personnage-là qui est en train de rentrer par cette immense porte, on aurait un mal fou à comprendre quelle est la taille justement de cette porte, quelles sont les proportions de l'environnement. Là, je pourrais très bien prendre ici un autre petit personnage, j'aurais pu le mettre à cette taille-là, et mon digital painting aurait aussi très bien marché. Mais évidemment, tout mon environnement aurait été 10 fois moins épique, il aurait paru 10 fois plus petit. Donc autre exemple, là encore, on a des éléments qui permettent de comprendre l'échelle de l'environnement, de comprendre l'échelle du château. Tu vois, ce sont toutes ces petites tours ici qui nous indiquent qu'est-ce que ça peut avoir comme taille, puisque une tour, même si ça reste abstrait, on peut imaginer, pareil, on a des espèces de petites ouvertures, comme ce sont des grandes fenêtres, et on a bien sûr ce personnage au premier plan. Là encore, si maintenant je te supprime le personnage, on a beaucoup moins d'informations. Tu vois que sans le personnage, ça reste très beau, mais ça fait beaucoup moins épique. Et là, le fait de voir le personnage tout petit au premier plan, déjà à côté de ces colonnes géantes, ça nous fait comprendre que le château qui est derrière est absolument gigantesque. Ici, tu vois qu'il n'y a pas de personnage et pourtant, on arrive très bien à se représenter l'échelle. Et ce qui a été intelligent, c'est d'ajouter ici ces petites maisons qui nous font comprendre quelle est la taille du mur, quelle est la taille de la ville qui est derrière. Je reviens aussi sur celui-ci qui est vraiment très beau, décidément, je l'adore ce digital painting. Là, on a aussi plusieurs éléments qui permettent de comprendre la taille des gorilles et la taille des montagnes. Et ce sont principalement les palmiers ici. Bien sûr, il y a les bateaux aussi, mais les bateaux, on aurait pu s'en passer. Les arbres à eux seuls permettent de comprendre, ok, si ces palmiers-là font peut-être 10 mètres de haut, 15 mètres de haut, cette montagne derrière doit faire à peu près 50 mètres de haut, celle-ci derrière du coup doit faire 400-500 mètres de haut. Bref, on arrive à s'imaginer l'échelle grâce à ces éléments-là. Si maintenant on enlevait le palmier et le bateau, ce serait beaucoup plus compliqué. Autre exemple ici. Là encore, on a un superbe environnement dans les montagnes. Tu vois que c'est très très beau, c'est presque un petit peu abstrait, toutes ces formes avec les quelques rochers. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas le personnage, là encore, impossible de savoir quelles sont les proportions. Et un dernier exemple ici, là encore, tu vois qu'on retrouve un petit personnage. Comme d'habitude, c'est pour faire comprendre l'échelle, c'est la petite astuce qui est très souvent utilisée. Et maintenant, je te montre 2 exemples où justement, on n'a pas vraiment de repère d'échelle. Donc ça, c'est un très très beau concept art pour Star Wars Jedi Fallen Order. Tu vois qu'ici, on n'a pas de personnage, on n'a pas d'arbre, on n'a en fait aucun élément reconnaissable qui nous permette de comprendre la taille de cette tour. Alors, on a compris que c'est assez grand, voilà, on imagine qu'on peut sûrement rentrer dedans, mais par contre, est-ce qu'on peut tenir à une personne dedans ou est-ce qu'on peut tenir à 100 personnes? C'est assez difficile de le savoir. Est-ce qu'elle fait 1 km de haut ou est-ce qu'elle fait 15 mètres de haut? C'est très très dur de le savoir et c'est pareil avec cet autre concept art de la même série. Je le trouve vraiment magnifique, mais là encore, c'est très compliqué de savoir si cette portion de roche fait 1 mètre de haut ou si elle fait 50 mètres de haut. Ok, donc pour finir sur l'échelle, si je te refais le petit schéma ici pour que ce soit bien clair, on va mettre un personnage. Tu vois que si on a derrière une espèce de mur avec une porte dedans, notre interprétation de la taille de la porte va être complètement différente entre cette image-là et cette image-là, où je vais mettre le personnage à la même hauteur, à la même distance dans l'image. Par contre, il va être beaucoup plus petit. Là, notre porte paraît gigantesque,
alors qu'ici, notre porte ne paraît pas si impressionnante que ça. Ok, ça c'était pour l'échelle. Maintenant, point suivant, soigner ces formes, ce qu'on va aussi appeler les shapes. Tu as peut-être entendu ce mot plein de fois dans des vidéos, dans des cours. Et également le rythme. Donc ça, on l'a vu au chapitre 8 de la partie 1, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Donc là, je vais te montrer pas mal de digital painting de Sparte, qui est un directeur artistique au talent monstrueux, pour qui j'ai le plus grand respect. Et donc tu peux voir qu'ici, dans son environnement, on a des formes qui sont complètement dingues. C'est d'ailleurs ça qui rend cette espèce de cité tellement intéressante, tellement incroyable, c'est qu'elle sort complètement de l'ordinaire. Et tu vois qu'on n'a pas juste, voilà, 4 tours, un donjon au milieu. On a cette structure avec des espaces négatifs, tu vois, donc on a des trous à l'intérieur de cette structure, on a des structures secondaires qui sont plus petites, etc. Autre exemple, toujours du même artiste, là encore, on a une espèce de château, avec une forme qui est relativement simple, tu vois, une espèce de gros monolithe, mais avec plein de petites variations en haut, avec plein de toits, d'autres, une arche ici, etc. Donc tu vois qu'il y a vraiment des formes qui sont, mine de rien, très dynamiques, même si ça reste très graphique. Autre exemple, par ici, regarde un petit peu les formes, que ce soit les formes de la montagne, ou que ce soit les formes de ce château. C'est vraiment original, c'est dynamique. Pareil ici, voilà, tu vois que si on étudie un peu cet environnement, on se rend compte que là, on a vraiment une forme qui est vraiment intéressante, qui fait très science-fiction, justement, avec cette espèce de pyramide. Et on a notamment cette forme de lumière ici, qui se détache complètement. Pareil ici, tu vois, on a cette forme de lumière, tac, qui vient rajouter beaucoup d'intérêt dans la création. Et ainsi, on a un découpage niveau composition avec des formes. Si vraiment on prenait ça de manière très abstraite, on a des formes qui se détachent bien, qui sont bien lisibles et qui sont intéressantes, c'est dynamique. Allez, je passe très rapidement sur quelques autres exemples, je te remets en couleur. Donc là, c'est pareil, j'ai pris celle-ci parce qu'on est justement sur un château au-dessus d'une colline. Mais voilà, il y a un vrai travail sur l'architecture. Et ce que je voulais te montrer, c'est pas uniquement les formes du château, mais c'est aussi les formes présentes dans le reste de l'environnement. Tu vois qu'on a notamment ici la forme du lac avec de très belles courbes. Tu vois qu'on a des courbes ici magnifiques qui vont guider le regard petit à petit vers ici. C'est vraiment très balèze. Donc tu vois, ça n'a pas l'air comme ça, parce que c'est un digital painting qui est peut-être moins détaillé, moins fignolé que d'autres choses. On n'est pas dans un style réaliste, c'est plus graphique, plus illustratif. Mais par contre, je peux te garantir que niveau composition, c'est hyper dur. Allez, je passe rapidement sur d'autres exemples. Là encore, tu vois qu'on a plein de formes super intéressantes qui se superposent les unes aux autres. On a beaucoup d'intérêt visuel. Voilà, là, on a une ville, c'est pareil. Regarde un petit peu la succession des formes. Tu vois, ici, on a une forme qui est plus carrée. Ensuite, on a des formes arrondies. On a des formes qui sont plus allongées. On en a qui sont très espacées, très grandes, très petites. C'est pour ça que visuellement, ça paraît aussi riche. Voilà, pareil ici, tu vois qu'on a des formes, encore une fois, qui sont vraiment originales, très intrigantes. Pareil ici, des formes qui font beaucoup plus futuristes, mais toujours qui guident le regard et qui ramènent de l'intérêt. Et d'ailleurs, là, je t'ai montré beaucoup d'architecture, beaucoup de pièces d'environnement qui sont faites par l'homme, mais c'est tout aussi vrai si tu fais quelque chose qui est 100% naturel. Je reviens ici, on a des montagnes qui ont des formes vraiment intéressantes, on a les gorilles qui viennent rajouter encore un peu plus de formes intéressantes, on va reconnaître les animaux. Et même ici, tu vois qu'on n'a pas de structure faite par l'homme, mais simplement le choix de placement, la taille et la forme de nos montagnes rajoutent du rythme, ça donne quelque chose d'intéressant à regarder. Dernier point, ajouter de l'intérêt et guider le regard avec la lumière. Donc lorsque tu fais des environnements, tu n'es pas forcément obligé d'avoir une lumière uniforme sur toute la scène. Je te montre ça assez rapidement avec quelques exemples. Je reprends ici un de mes derniers digital painting, tu vois que automatiquement le regard est guidé dans cette partie-là où on a les personnages qui passent devant le dragon, et c'est parce que j'ai fait le choix de ne faire une bande lumineuse qui ne va être que sur cette partie-là, tout le reste est plongé dans l'ombre. Donc de cette manière, je crée l'intérêt ici et je guide le regard vers cette zone. Ça n'a pas besoin d'être fait de manière aussi évidente que dans l'exemple du dragon, là aussi je l'ai fait mais de manière un peu plus subtile. Tu vois qu'on a des variations grâce aux nuages qui vont masquer ou pas la lumière, c'est pour ça qu'on a cette partie du château qui est dans la lumière, la tour au-dessus elle est dans l'ombre, ce qui va du coup contraster avec le ciel qui est très clair derrière. Ensuite on a le premier plan ici qui reçoit plus de lumière, ensuite ici on est de nouveau dans l'ombre, le premier plan il est aussi dans l'ombre. Donc là, on choisit où est-ce qu'on met de l'ombre, où est-ce qu'on met de la lumière. Et d'un point de vue physique, ça se tient complètement parce qu'on peut très bien avoir des nuages qui vont masquer le soleil à certains endroits et pas à d'autres. Donc là, joue avec. Donc là, tu vois qu'au niveau des valeurs, évidemment, on va guider le regard principalement vers le vaisseau, puisque c'est ici qu'on a le plus de lumière, c'est le plus clair. Tout le reste, tu vois que c'est plus ou moins dans l'ombre. Je passe très rapidement, ça c'est des choses qu'on a déjà vues, la lumière dans les valeurs, au chapitre 4, donc là c'est pareil. C'est très intéressant comme choix dans cet environnement, je trouve, de ne pas avoir tout éclairé, mais uniquement la partie dans le fond, et pas tout le reste. Tu vois, c'est un choix, par exemple, que je trouve qui est assez osé, et qui rend l'image vraiment intéressante. Même principe ici, encore une fois avec des nuages qui vont faire des ombres portées,
Voilà, donc certaines zones vont recevoir de la lumière, d'autres non. Voilà, c'est vraiment très très beau, très stylisé. Même principe ici. Et même principe ici. Des portions qui reçoivent de la lumière, d'autres dans l'ombre, et ça va nous permettre de guider le regard. Et c'est notamment quelque chose qu'il faut essayer de prendre en compte, de mettre en application si tu fais des compositions qui sont très complexes, comme c'est le cas ici. Tu vois qu'il y a beaucoup d'éléments partout, ça peut vite devenir le bordel, mais heureusement, on a beaucoup d'atmosphère qui permet de calmer tout ça. Donc là, tu vois qu'on a non seulement la lumière qui permet de guider le regard là où on veut, d'avoir une zone principale, ensuite des zones secondaires, on a ensuite l'atmosphère ici, tu vois, par exemple avec la brume, qui va nous permettre de mettre moins de détails dans toute cette zone-là, de mettre aussi moins de détails dans le fond. Tu vois que c'est moins contrasté, on se perd un petit peu dans les nuages. Pareil ici, et ça crée du coup des zones de contraste intéressantes. Dernier point vraiment en vitesse, c'est plus une espèce de petit rappel qu'autre chose. Ce sont les erreurs classiques que je vois le plus de la part des élèves dans les environnements. Et là, je ne parle pas de choses vraiment qui n'ont pas été ajoutées pour améliorer son environnement. Là, je parle vraiment de grosses erreurs grossières. La première, ce sont les erreurs de perspective. Ça, c'est le cas classique. Donc là, évidemment, la partie 2 va t'apprendre la perspective sur le bout des doigts, y compris toutes les perspectives les plus compliquées. Donc ça, dans les environnements, c'est vraiment le premier des pièges. Ensuite, des éléments qui sont mal placés. Donc souvent, on va avoir des choses qui sont trop près des bords, ou alors qui sont coupées un peu maladroitement. Donc là, je te renvoie vers la règle des tiers, le cadrage de composition, et tous les autres conseils de compo qu'on a vus dans les cours. Pareil avec les tangentes qui sont présentes dans l'image. Quelquefois on n'y pense pas, mais ça donne des résultats qui sont vraiment très maladroits. Je reviens pas dessus, on en a déjà parlé. Et une composition qui est tout le temps centrée par défaut. Voilà, ça c'est peut-être l'erreur numéro 1 des débutants. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de centrer ton élément dans l'image, mais juste si tu le fais, fais-le bien. Voilà pour ce cours sur les environnements. J'espère en tout cas que ça va être instructif, j'espère que ça va permettre à bon nombre d'entre vous de mieux réussir ces environnements. Là, j'ai vraiment voulu parler plus de méthodologie, plus de concepts, de composition et de valeurs que de montrer le processus d'un environnement de A à Z, parce que finalement, ces conseils-là vont te guider dans n'importe quel environnement que tu vas faire. J'attends en tout cas comme toujours ton avis sur le cours. Si tu as des questions, n'hésite pas à le poster sur le forum du cours. Voilà, c'en est terminé de ce cours. J'espère que ces rappels théoriques mis en application plus précisément et plus spécifiquement sur des environnements vont t'aider à y voir encore plus clair et surtout à mieux réussir tes décors. Maintenant, ce que je te propose, c'est de passer à un petit peu de pratique. Je voulais quand même te faire une démo dans laquelle je vais commencer un environnement et te guider tout au long de sa réalisation. Comme ça, tu auras un exemple de plus où tu me verras vraiment faire un environnement, tu verras quels sont mes choix tout au long de la création de l'image et surtout au début, puisque c'est quand même là qu'on va faire un maximum de choix sur la composition, les couleurs, quelle va être la lumière, etc., etc. Donc sur ce, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.